Jérôme Clément, 17 avril 2020, Le Toureil, Maine-et-Loire, France. Bonjour Jérôme Clément, Bonjour. quel est votre ressenti aujourd'hui? C'est un mélange assez curieux de grande beauté parce que l'endroit où je me trouve est en pleine explosion du printemps. Donc, il y a un contraste saisissant entre la beauté de la nature, le silence qui permet d'écouter les oiseaux, et puis le fait qu'on voit plus d'animaux que d'humains dans la campagne. Et qu'en plus, dès qu'on ouvre les nouvelles, dans la soirée, une série de catastrophes vous tombe dessus. Donc on est partagé entre, la vitalité extraordinaire des bourgeons qui poussent et les mauvaises nouvelles qu'on a dans le monde. C'est ce qui me frappe le plus ici, en tout cas. Dans votre livre L'urgence culturelle aux éditions Grasset, vous écrivez que la culture est un refuge indispensable pour affronter les difficultés de la vie du quotidien, tant elle nous offre un espace de rêve, d'imaginaire et de créativité. En quoi est-ce qu'elle vous semble encore plus indispensable aujourd'hui? S'il y a un moment où on a besoin de rêver, c'est bien en ce moment parce que le quotidien et la réalité, sont durs. Donc je crois qu'on a besoin de se réfugier, dans l'imaginaire, dans la littérature, dans la musique. Moi, je passe ici beaucoup de temps, comme beaucoup de gens, à écouter de la musique, à regarder des films, à lire et tous les soirs, je lis un poème à mes petits enfants que je choisis pour, que je leur envoie par message, par le mail, de façon à ce qu'ils aient aussi, cette voix qui leur, rappelle, les belles choses de la vie. Vous-même, vous tenez, un journal quotidiennement. Pourquoi ça vous semble important et nécessaire de poser des mots sur le papier? Bon, d'abord, c'est une habitude. J'écris souvent, dans les petits carnets, ce qui se passe, les événements ou ce que je ressens d'important dans ma vie. Mais là, il s'agit d'une période tout à fait exceptionnelle. Cette pandémie, est sans équivalent, dans le monde. Il y a jamais eu d'événement aussi mondial que celui-là et auquel on est confronté d'une façon aussi brutale. Et chacun se rend compte, que les questions qui sont posées, vont sans doute bouleverser l'avenir. Donc et ça a été tellement vite, quand je relis même les premières pages, il y a un mois, on voit à quel point le la période, bouleverse, beaucoup de choses. Quel a été vos ressentis au départ, justement, en apprenant ce qui se passait? Quand est-ce que vous avez véritablement pris conscience de la gravité des choses? Assez tardivement, j'étais venu, ici, pour les élections municipales et je pensais rentrer à Paris, quelques jours après et en fait, j'ai compris que je ne rentrerais pas et qu'il fallait, rester ici. Donc, je pense que dans les jours qui ont précédé les annonces gouvernementales disant qu'on fermait les cafés, les restaurants et qu'on devait rester chez soi, je pensais que c'était un événement, c'était une épidémie, mais j'en mesurais pas la portée. Donc, je crois que la prise de conscience, en tout cas pour moi, a été très tardive. Déjà en 2016, vous clamiez l'urgence à remettre la culture au cœur du projet politique, comme vous l'écriviez. Pourquoi et à quelle urgence culturelle sommes-nous confrontés aujourd'hui? On voit bien que le monde tel qu'il fonctionnait, c'est-à-dire sur un modèle libéral, essentiellement dominé par l'argent, par la finance, par l'économie de plus en plus globale, est en train de faillir et que cette faillite naît, de décisions, visant à accumuler, les profits, les ressources, par la division internationale de la production, par une espèce de frénésie, toujours plus grande, est en train de faillir. Déjà, il y a quelques années, je disais: «On ne peut pas continuer comme ça. Il faut penser que les valeurs qui nous guident ne sont pas les valeurs marchandes». Et la culture justement n'est pas une marchandise et c'est un combat qu'on mène depuis longtemps, faire reconnaître ce qu'elle a de spécifique et elle touche à des choses fondamentales
on aurait pu dire autrefois qu'elle touchait à l'âme, en tout cas à la sensibilité, à l'émotion, à l'imaginaire, comme on le disait à l'instant. Et je crois qu'on en a besoin, et je pensais déjà que dans les élections qui allaient venir, dans toutes les décisions politiques qui allaient venir, on ne pouvait pas continuer sur un modèle comme celui-là. Et là, en ces temps de coronavirus, de cette crise mondiale, comme vous le disiez, quelles vont être les conséquences pour le monde de la culture? Bah, les conséquences dans l'immédiat, elles sont très mauvaises, parce que c'est un milieu par définition précaire qui est soumis à l'accord avec le public. Or, on a supprimé le public. Donc, je ne vois pas bien comment le monde de la culture, dans les théâtres, dans les cinémas, dans tous les lieux où l'on partage des émotions en public, pourra continuer. Donc, on est obligé de se livrer à des activités culturelles de façon solitaire ou de façon virtuelle, ce qui est une façon de répondre aussi à ce besoin que l'on a d'évasion, de pensée, de réflexion. Mais toute la partie collective, qui fait partie par définition de la culture aussi, partager des émotions ensemble, celle-là, elle est touchée. Donc le monde de la culture et tous les gens qui sont dans ce métier et qui doivent remplir les salles, les théâtres, les salles de concert, ils sont gravement mis à mal. Et on ne sait pas très bien comment ça reviendra, parce que le déconfinement, quand il aura lieu, ne pourra pas obliger les gens à se retrouver dans des lieux publics. Il va y avoir une grande méfiance, je pense, et une grande incertitude pendant un certain nombre de mois, avant que peu à peu, les gens n'aient plus peur, tout simplement, de se retrouver ensemble. Et c'est cette solitude, cet isolement qui fait de nous des animaux solitaires, qui me paraît être une des caractéristiques de la période. Alors, ça n'empêche pas la méditation, ça n'empêche pas la réflexion, ça n'empêche pas d'écrire un journal quotidien, mais ça empêche de le partager. Et ça, c'est évidemment très, très difficile. Sauf l'apparition, évidemment, d'Internet, du numérique, qui donne à tous ces exercices virtuels aussi une grande force. Et ça, c'est un bouleversement aussi. C'est une accélération formidable de la transmission et du partage par, par les modes numériques. Mais ça ne remplace pas la présence humaine et le fait d'avoir à côté de soi des personnes que l'on sent vibrer d'émotion en écoutant un texte ou en écoutant des notes. Vous-même, vous avez, plusieurs casquettes, dont celle de producteur. Vous avez aussi, dirigé le Centre national de cinématographie, donc c'est un milieu que vous connaissez parfaitement. Comment est-ce que là aussi ce secteur est durement touché par à la fois la non-diffusion des films, mais aussi l'annulation de festivals internationaux comme celui de Cannes? Oui, bah, il y a beaucoup de tournages qui sont interrompus aussi. Et par exemple, moi j'en ai un ou deux en ce moment qui sont interrompus. Donc, on est toujours dans la même problématique. Si ça dure un mois ou deux, ça va. Si ça dure 2 ou 3 mois, on peut s'organiser. Si ça dure plus, c'est une autre chose. Et je pense que ça durera plus, ou en tout cas que les formes d'un retour à la normale, mais qu'est-ce que c'est que la normale, prendront du temps. Donc, l'annulation de grands événements, vous parlez de Cannes, du festival de Cannes, est évidemment très mauvaise, parce que c'est pas seulement un lieu d'exposition des films, c'est aussi un marché. Ce sont des relations économiques, commerciales, c'est des lieux de rencontre, d'échange, tout ça pour l'instant est suspendu. Donc, ça ne peut pas durer trop longtemps. Sinon, ça bouleversera complètement le système, et ça peut avoir, dans le domaine culturel, des conséquences très graves. Moi, je suis très inquiet pour le monde culturel, très inquiet, parce que toutes les petites compagnies de théâtre, tous les petits producteurs de cinéma, de fiction, de télévision, tous les festivals qui existent, etc., bon, bah, cette année, c'est mort. Il faudra reprendre. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres urgences économiques, donc les subventions vont diminuer. Les collectivités locales, les entreprises seront plus difficiles à convaincre de donner de l'argent. Et le public, comme on le disait tout à l'heure, ne bougera pas forcément beaucoup pour se rendre dans les lieux. Donc, ça va être une rude épreuve.
Vous êtes le fondateur de la chaîne Arte. Qu'est-ce que vous attendez en ces temps-ci de la télévision et d'une chaîne comme Arte? Moi, je crois qu'Arte, d'abord, Arte souffre en ce moment. On le voit, ils ont plus, les journalistes sont plus assez nombreux pour tenir le journal normalement. Donc, il y a beaucoup d'émissions et beaucoup de programmes qui sont perturbés. En particulier, c'est vrai dans pour toutes les chaînes de télévision, tous les programmes en direct, tous les lives sont supprimés. Alors, ça réduit donc à utiliser les stocks et à travailler sur des émissions en nombre réduit ou avec du personnel réduit, pour assurer l'antenne. Arte doit faire, ce qu'il a fait toujours, c'est-à-dire, faire des émissions de qualité et aussi qui apportent au public ce dont il a besoin dans sa ligne éditoriale, qui est une ligne éditoriale, voilà, exigeante et de qualité. Bon, en ce moment, je crois que le public a besoin, de musique, a besoin, de films distrayants, a besoin de rire aussi, de comédie et pas de drame. Donc je pense que la direction de la chaîne, doit faire attention à faire, des émissions, qui permettent, à tous ceux qui sont confinés chez eux, de se distraire, sans tomber pour autant dans la facilité, mais de trouver quand même des éléments d'évasion, dans leur tête, quoi. On a besoin aussi de rire et de penser à autre chose. Ce qui fait la beauté d'Arte et de ce projet-là que vous avez lancé, c'est aussi que c'est un projet franco-allemand, un projet européen. Quelle est votre vision de l'Europe dans cette crise du coronavirus? Bah, l'Europe, on voit bien qu'elle a du mal pour l'instant à s'accorder parce qu'on observe partout un retour, aux nations, à l'espace national, un confinement à l'intérieur des frontières. Donc, il y a une vraie réflexion d'ailleurs à avoir sur la notion de frontière et sur le fait que c'est aussi une barrière. C'est une protection, mais c'est aussi une barrière. C'est une barrière, qui met à mal l'échange des hommes, la libre circulation et ça va être un problème aussi pour les artistes, qui pourront plus, voyager de la même façon ou en tout cas pendant un certain temps pour, aller à des concerts, faire de la représentation théâtrale et autres ou des expositions. Enfin, tout ça va être compliqué. Donc, l'Europe, elle doit à la fois veiller à être un espace de protection pour l'ensemble de ceux qui en font partie, mais en même temps, elle ne doit pas élever trop de barrières internes, ni même externes, pour permettre que, la circulation continue à s'effectuer et les échanges puissent avoir lieu. C'est un redoutable, c'est contradictoire évidemment ce que j'ai dit, donc arriver à résoudre cette équation va pas se faire facilement. Ça se fera, je pense, très progressivement. Mais il faut l'avoir en tête. Il faut avoir en tête que l'Europe est un espace de liberté, de circulation des idées et des hommes. Le confinement ne peut pas devenir une règle pérenne pour empêcher que les publics, les artistes se retrouvent. Sinon c'est la mort de l'Europe. Vous êtes né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au sein d'une famille qui en a beaucoup souffert, même si vous avez découvert tardivement que vos grands-parents ont été déportés à Auschwitz. Qu'est-ce que vous diriez que cette génération vous a appris sur la reconstruction, sur l'après? Oui, je pense que là, il faut prendre un peu de distance avec ce qui se passe actuellement. C'est une grande épreuve pour le monde, c'est une grande épreuve pour l'Europe, mais on s'en remettra. Je pense que c'est surtout ça que ça m'a appris, c'est qu'on se remet des pires catastrophes. Dès l'instant qu'on en a la volonté, qu'on en a la lucidité, et qu'il y a un espoir et volonté de transformer cet espoir en réalité. Les grandes épreuves de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été, évidemment une catastrophe considérable, heu, collective et individuelle, elles ont été surmontées. Cette épreuve-ci, elle sera surmontée et il faut et tout notre objectif, tout notre, je dirais tension, toute notre volonté, c'est de transformer cette épreuve en quelque chose de nouveau et qui apportera au monde, des espoirs, des solutions, qui pour l'instant, n'existent pas dans le domaine écologique. On en parle beaucoup bien entendu, dans le domaine du modèle de consommation, peut-être dans la réflexion, qu'on pourra avoir sur,
la finalité humaine, la finalité des sociétés. La place de la culture est aussi un des sujets dans la mesure où on a besoin de sortir d'une logique purement économique et quantitativiste et on a besoin d'introduire du temps, de la réflexion et de l'attention à la vie. Parce que ce qui est en jeu dans cette pandémie, c'est évidemment la question de la vie humaine, de la mort et de notre fin, euh, notre fin à tous. Euh, on peut tirer du bien de cette épreuve et de cette crise. Et le passé nous apprend qu'on se remet de tout et je crois on peut en sortir mieux qu'on y est entré. C'est peut-être une crise sanitaire. Suite à cet événement, donc de la découverte de ce qui s'est passé dans votre famille, vous avez écrit ce très beau livre qui s'appelle «Plus tard, tu comprendras». Qu'est-ce que vous pensez que les générations de demain, la génération de vos petits-enfants, comprendra plus tard de ce que nous vivons actuellement? Peut-être que le monde est fragile et on peut avoir des technologies extraordinairement performantes comme celle qui nous permet de parler à distance et de transmettre l'image immédiatement. Et c'est vrai que le numérique a apporté quelque chose d'extraordinaire dans tous les domaines de la vie et on n'a pas fini. Mais on voit qu'il suffit d'un petit microbe, d'une petite transmission de virus d'un animal à l'homme pour que l'humanité soit mise par terre. Donc, je crois que la fragilité des édifices que l'on construit et peut-être une réévaluation des valeurs fondamentales auxquelles on est attaché, notamment l'attention à l'autre, le respect de l'autre, le respect de la vie. Une des grandes questions qui se posent en ce moment, c'est est-ce qu'on privilégie l'économie ou est-ce qu'on privilégie les vies humaines? Certains pays ou certains dirigeants, je pense évidemment à Trump, privilégient l'économie. D'autres ont mis tout de suite en avant le respect de la vie humaine, de la personne. Voilà des questions auxquelles les générations futures seront amenées à penser. Et dans les modèles de construction qui seront remis en place, je crois qu'il faudra être plus attentif à ces préoccupations et mettre en place des modèles économiques, politiques, sociaux, euh, qui, j'espère, aussi redonneront le goût de l'intérêt général et du service public. Une des grandes questions actuellement, c'est qu'on voit bien la faillite du profit, des logiques de profit à court terme. On a beaucoup, et je l'ai dit aussi justement dans ce que j'ai écrit, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, la culture, par exemple, est pour moi un service public majeur. C'est un objectif d'intérêt général. Euh, on voit bien que l'hôpital et que la santé sont un service public et on fait appel désespérément à l'État aujourd'hui pour qu'il résolve un certain nombre de problèmes dans des domaines essentiels, notamment celui des hôpitaux. On a trop sacrifié à la rentabilité à court terme. Je pense que il y aura un champ de réflexion et une réévaluation des modèles qu'on a beaucoup trop négligé en pensant simplement que il suffisait de gérer euh, convenablement ou à l'optimum des ressources financières tous les instruments de la vie quotidienne pour pouvoir vivre ensemble. Ben non, ça marche pas. Et je pense que les jeunes en particulier, ils sont très sensibles. Merci beaucoup, Jérôme Clément, et surtout, portez-vous bien. Merci. Au revoir. Ah.